Here we go. Ladies and gentlemen, you know my first guest tonight because he's Paul McCartney. Nous travaillions sur d'autres enregistrements. En fait, c'était la version live de Coming Up. Nous connaissons Paul McCartney comme une icône de la musique. Un Beatle et un conteur. Mais même les plus grands conteurs laissent des non-dites. Son ex-femme a révélé une vérité que Paul n'a jamais voulu partager. Son comportement contrôlant, son addiction, sa jalousie, et bien plus encore. Est-ce une bombe, une trahison ou quelque chose de bien plus humain? Découvrons le secret que Paul a tenté de dissimuler. Paul McCartney est né le 18 juin 1942 à l'hôpital Walton de Liverpool, en Angleterre. Ses parents, Mary et Jim McCartney, ont marqué une grande partie de sa jeunesse. Jim vendait du coton pour gagner sa vie, mais il adorait la musique. Il jouait de la trompette et du piano dans des groupes de jazz locaux, remplissant leur maison de chansons. Enfant, Paul était fasciné par la musique. Il adorait écouter les disques de jazz de son père et des stars du rock and roll comme Little Richard et Buddy Holly. Ces sons lui donnaient envie d'écrire ses propres chansons. Mais à 14 ans, Paul fut frappé par la tragédie. Sa mère, Ray, est décédée d'un cancer du sein en 1956. Cette perte a dévasté Paul et a changé sa vie à jamais. La musique est devenue son échappatoire. Peu après, il composa l'une de ses premières chansons. I have lost my little girl. Plus Todd. Il avoua que sa mort lui avait inspiré d'autres chansons comme Yesterday et Let It Be, où l'on ressent sa douleur et son désir. La vie de Paul prit un autre tournant en 1954 lorsqu'il rencontra George Harrison dans un bus scolaire. Ils ont tous deux fréquenté l'Institut de Liverpool et, malgré leur jeune âge, ils sont devenus de proches amis. Leur passion pour la musique les a unis et ils ont passé des heures à jouer ensemble. C'est à cette époque que Paul a reçu sa première guitare. Il apprit à jouer seul en copiant des chansons sur des disques. Il s'entraînait sans relâche, créant des morceaux simples qui témoignaient de son talent grandissant. Puis, en 1957, Paul rencontra John Lennon lors d'une fête paroissiale. John Lennon se produisait avec son groupe, The Quarrymen. Ils jouaient du skiffle, un mélange de folk et de rock. Et leur performance était pleine d'énergie. Dans la foule se trouvait Paul McCartney, Quincy Hans, un garçon qui aimait la musique autant que lui. Il était attiré par la musique et ne pouvait s'empêcher de regarder le groupe. Après le concert, Paul fut présenté à John par un ami commun, Ivan Vaughan. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Paul prit une guitare, l'accorda correctement et commença à jouer. Il interpréta un morceau de rock and roll, 20 Flight Rock, avec une telle assurance que John fut immédiatement impressionné. John apprécia le talent de Paul, mais il apprécia aussi sa personnalité. Il voyait bien que Paul serait un bon candidat pour le groupe. Peu de temps après, John l'invita à rejoindre les Quarrymen, et Paul accepta. Dès le début, John et Paul travaillèrent ensemble à merveille. Ils ont partagé des idées, joué de la musique et même commencé à écrire leurs propres chansons. Leur première chanson ensemble, malgré tous les dangers, a été un moment unique et mémorable de leur parcours. Les Quarrymen, que John avait formé en 1956 avec ses camarades d'école, ont commencé à évoluer. L'arrivée de Paul apporta une nouvelle énergie et la musique du groupe commença à s'améliorer. En 1960, le groupe décida qu'il était temps de prendre un nouveau départ. Ils se rebaptisèrent The Beatles et décidèrent de se faire un nom. Ils ont travaillé dur, se produisant dans de petits clubs de Liverpool et de Hambourg, en Allemagne. Ces concerts étaient longs et difficiles, mais ils ont renforcé le groupe. Leurs performances sont devenues plus cohérentes, leur musique meilleure et leur lien en tant que groupe encore plus fort. Tout a changé en 1962, lorsqu'ils ont signé avec EMI Records. Leur premier single, Love Me Do, n'a pas été un énorme succès, mais a reçu suffisamment d'attention pour atteindre la Dixette et place des charts. Ce n'était que le début. Leurs chansons suivantes, Please Me et She Loves You, les ont propulsés au rang de stars presque du jour au lendemain. Le public ne se lassait pas de leur musique. En février 1964, les Beatles se produisaient au Ed Sullivan Show aux États-Unis. Plus de 73 millions de personnes les ont regardés ce soir-là, et ils sont soudain devenus célèbres dans le monde entier. Ce fut le début de la Beatlemania, avec des fans en délire et des concerts à guichettes fermées partout où ils allaient. La collaboration entre John et Paul était désormais inébranlable. Ensemble, ils ont écrit des chansons comme A Hard Day's Night, Help It Yesterday, qui sont devenues instantanément des classiques. À mesure que leur renommée grandissait,
Les Beatles ne se sont pas contentés de ce qui était sûr. Ils ont commencé à expérimenter leur musique. Des albums comme Rubber Soul et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ont démontré leur créativité, utilisant de nouveaux sons, instruments et idées. Ils ne se contentaient pas de créer de la musique, ils la transformaient. Les Beatles sont devenus plus qu'un groupe. Ils sont devenus un symbole des années 1960, inspirant le public par leur style, leur créativité et leur audace. Mais à mesure que leur musique se complexifiait, leur relation commençait à se fissurer. En 1968, alors qu'ils travaillaient sur l'album The White Album, les disputes entre les membres du groupe se multipliaient. Chacun d'eux souhaitait avoir plus de contrôle sur son propre travail. John était attiré par son nouveau partenariat créatif avec Yoko Ono, tandis que George était frustré que ses idées ne soient pas prises au sérieux. Même Ringo a quitté le groupe pendant un court moment, se sentant ignoré par les autres. En 1969, ils parvinrent à signer un nouveau chef-d'œuvre avec Abbey Road. Malgré des tensions croissantes, l'album prouva qu'ils pouvaient encore créer des merveilles en tant que groupe. Leur dernier album, Let It Be, sorti en 1970, reflétait les difficultés du groupe, mais offrait également aux fans des chansons inoubliables comme Get Back. La fin est arrivée en avril 1970, lorsque Paul McCartney a annoncé son départ du groupe, après des années de désaccords, de conflits personnels et sous le poids de leur immense célébrité. Les Beatles se sont finalement séparés. Les fans du monde entier étaient dévastés. Mais il était clair que le groupe avait fait son temps. Même si leur vie commune a pris fin, la musique des Beatles n'a jamais faibli. Leurs chansons continuent d'inspirer le monde entier. Des décennies plus tard, leur héritage reste aussi fort que jamais. Chaque 10 avril, les fans célèbrent le Beatles Day, en hommage au groupe qui a changé la musique à jamais. C'est à cette occasion que Paul McCartney a rencontré Linda Eastman le 15 mai 1967. A Bag on Isles, une boîte de nuit londonienne. C'était un lieu animé, où musiciens et célébrités se réunissaient souvent pendant les années 60. Linda, une photographe américaine, était à Londres pour un livre sur la scène musicale. Ce soir-là, leurs regards se croisèrent et un déclic se produisit. Paul déclara plus tard qu'il ne pouvait pas la laisser partir sans lui parler. Alors il l'arrêta pour une brève conversation. Ce fut bref, mais inoubliable. Malgré un lien fort, ils ne se revitèrent pas pendant près d'un an. Paul était toujours fiancé à l'actrice Jane Asher, et Linda retourna aux États-Unis pour s'occuper de sa jeune fille, Heather. En juillet 1968, les fiançailles de Paul prirent fin et, plus tard dans l'année, Linda et lui se croisèrent à nouveau à New York. Cette fois, le moment était parfait. Ils se retrouvèrent et Linda s'installa bientôt à Londres avec Heather. Leur relation est rapidement devenue spéciale. Linda est devenue une présence constante dans la vie de Paul pendant une période difficile. Les Beatles s'effondraient et la pression de la célébrité pesait lourdement sur Paul. Linda, lui, a apporté le soutien émotionnel dont il avait besoin. Elle est devenue son refuge, alors que tout le reste semblait incertain. Le 12 mars 1969, Paul et Linda se sont mariés. La cérémonie, modest et simple, s'est déroulée au Marylebone Town Hall de Londres. Ils souhaitaient qu'elle soit privée. Mais fans et journalistes se sont rassemblés dehors lorsque la nouvelle s'est répandue. Après leur mariage, Linda s'est profondément investie dans la musique de Paul. En 1971, ils formèrent un groupe appelé Wings. Ce nom vint à Paul alors qu'il attendait Stella, leur deuxième enfant. Wings devint pour lui un moyen de se dépasser après les Beatles et lui permit de rester proche de sa famille tout en explorant de nouveaux styles musicaux. Linda, qui avait peu d'expérience musicale, a joué un rôle audacieux au sein du groupe. Wings a connu un immense succès dans les années 1970 avec des tubes comme Band on the Run et Live and Let Die. Même si la composition du groupe a changé, Paul et Linda sont restés au cœur du groupe. Les tournées et la musique ensemble les ont rapprochés encore davantage. La présence de Linda a remis en question les stéréotypes sur les femmes dans les groupes de rock, inspirant de nombreuses personnes à suivre ses traces. Paul et Linda se sont également consacrés à l'éducation de leurs 3 enfants, Trey, Stella et James. La famille partageait un amour commun pour la musique, l'art et les animaux. Linda est devenue une fervente défenseur du végétarisme et des droits des animaux, ce qui a conduit à la création de leur marque de produits végétariens à succès. Lorsque Linda a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein, Paul l'a soutenue à chaque instant.
Elle est décédée le 17 avril 1998. À l'âge de 56 ans, son décès fut une perte déchirante pour Paul et sa famille, mais il continua à honorer son héritage par la musique, la défense du végétarisme et le travail qu'ils avaient entrepris ensemble. Après la mort de Linda, Paul McCartney rencontra Heather Mills le 20 mai 1999 lors des Pride of Britain Awards. L'événement avait pour but de rendre hommage à des personnes courageuses. Mais pour Paul, ce fut un moment qui a changé sa vie. Il a plus tard confié avoir ressenti une attirance immédiate pour elle. En juillet 1999, Paul et Heather se fréquentaient. Ils passaient presque tout leur temps ensemble et, en septembre, ils étaient pratiquement inséparables. Après 2 ans de relation, ils se sont fiancés. Le 11 juin 2002, ils ont célébré un mariage grandiose au château de Leslie, en Irlande. Le lieu était spécial pour Paul, car la famille de sa mère était originaire du comté voisin de Monaghan. La cérémonie fut une grande fête avec 300 invités, dont Ringo Starr et d'autres amis célèbres. Paul a composé une chanson intitulée Heather pour l'occasion, rendant la journée encore plus personnelle. Cela semblait être le début parfait d'une vie heureuse ensemble. En 2003, leur bonheur s'est accru avec la naissance de leur fille, Beatrice Millie McCartney, le 28 octobre. Béatrice a été prénommée en hommage à la mère de Heather et inspirée par la tante Millie de Paul. Son arrivée a apporté de la joie aux 2 parents. Mais avec le temps, des fissures ont commencé à apparaître dans leur mariage. Heather aurait eu du mal à supporter d'être comparée à Linda, dont la présence restait forte dans la vie de Paul. Des amis ont remarqué que des souvenirs de Linda étaient omniprésents dans leur maison, ce qui créait des tensions chez Heather. Paul et Heather portaient tous deux un lourd fardeau émotionnel dans leur mariage, ce qui rendait les choses encore plus difficiles. Heather, qui avait perdu sa jambe dans un terrible accident lorsqu'elle était enfant, était souvent aux prises avec des complexes hérités de son passé. Paul, quant à lui, essayait de concilier sa vie de légende de la musique tout en comprenant les difficultés rencontrées par Heather. Le couple a même suivi une thérapie pour résoudre leurs problèmes, mais les séances semblaient créer plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Heather accusait Paul de ne pas être suffisamment solidaire dans les moments difficiles, tandis que Paul était frustré par l'image publique d'Heather et ce qu'il croyait être son désir de célébrité. La situation a empiré lorsque des détails de leurs séances ont fuité dans la presse. Leurs conflits privés sont devenus publics et l'attention médiatique n'a fait qu'ajouter à la tension dans leur relation déjà tendue. Tout cela a conduit au divorce. Mills a créé la surprise en demandant 125 millions de livres sterling sur la fortune de McCartney. À l'époque, sa fortune s'élevait à environ 400 millions de livres sterling, ce qui représentait près d'un tiers de sa fortune. Beaucoup trouvaient cela excessif, d'autant plus que leur mariage n'avait duré que quelques années. Les avocats de McCartney ont répliqué en proposant 15,8 millions de livres sterling, estimant que c'était une somme raisonnable. Cette énorme différence de chiffres a donné lieu à une intense bataille juridique où les 2 parties ont présenté des versions très différentes. Mills a affirmé avoir aidé McCartney à se rétablir et à reconstruire sa vie après le décès de sa première épouse, Linda. L'équipe de McCartney a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve de cela et a qualifié ces affirmations d'exagérées. L'affaire a été portée devant le tribunal de Londres et a duré 6 jours, lorsque le juge a finalement rendu sa décision en mars 2008. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour Mills. Le juge Bennett n'a pas hésité, qualifiant ses témoignages d'incohérents et d'inexacts, la qualifiant même de peu sincère. Il a également affirmé qu'elle n'était pas un témoin crédible, affirmant qu'elle était instable et explosive, et souvent sa pire ennemie. Mills, cependant, a qualifié le jugement de scandaleux dans une interview à la BBC, manifestement mécontent de la tournure des événements. L'une des affirmations les plus choquantes de Mills lors du procès était que McCartney avait abusé de l'alcool et de la drogue et l'avait maltraité. Elle a également affirmé qu'il était possessif et jaloux, insensible à son handicap, et qu'il avait collaboré avec la presse contre elle après leur séparation. De plus, elle l'a accusé de ne pas l'avoir protégé de l'attention incessante des médias. Cependant, le juge a rejeté ces accusations, les qualifiant d'exagérées et de non fondées. Le jugement a également révélé une demande reconventionnelle de McCartney, accusant Mills d'avoir mis sur écoute ses appels téléphoniques. Parmi ces appels figurait une conversation avec sa fille, Stella, au cours de laquelle celle-ci aurait tenu des propos peu flatteurs à son égard. Le juge a déclaré qu'aucun élément ne permettait d'étayer les allégations de Mills selon
lesquels McCartney aurait entravé sa carrière ou joué un rôle important dans son entreprise. Ces affirmations selon lesquelles elle aurait ravivé la flamme professionnelle de McCartney après la mort de Linda ont été rejetées comme des illusions. Au final, Mills a obtenu 24,3 millions de livres sterling, soit bien moins que ce qu'elle souhaitait. Ce montant comprenait une somme forfaitaire de 16,5 millions de livres sterling et 7,8 millions de livres sterling d'actifs. McCartney fut également condamné à payer 35 € par an pour les soins de leur fille Béatrice, frais de scolarité et nounou compris. Bien que la somme soit importante, elle ne représentait que 6% de la fortune de McCartney, et beaucoup y virent une victoire. Le drame judiciaire comporta également un moment inoubliable. Mills versa une carafe d'eau sur l'avocate de McCartney, Fiona Shackleton. Mills a raconté plus tard l'incident, affirmant s'être approché de Shackleton et lui avoir déclaré « Je ne suis pas une perdante », avant de lui verser l'eau dessus. Elle a affirmé avoir agi calmement pendant l'acte et a même plaisanté sur le sujet, le qualifiant de baptême. Le jugement a donné à McCartney une image bien plus positive. Le juge l'a décrit comme équilibré, cohérent, précis et honnête, même s'il a parfois manifesté de l'irritation pendant la procédure, ce qu'il a jugé justifié. La décision de publier le jugement a ajouté une nouvelle couche de controverse. Mills s'est battu pour le garder secret, invoquant des inquiétudes pour la sécurité de sa fille Béatrice. Mais son appel a été rejeté. La vie de Paul McCartney a pris un tournant important lorsqu'il a épousé Nancy Shevell le 9 octobre 2011. Ce fut une cérémonie simple et intime à l'Old Marylebone Town Hall de Londres, le même lieu où il avait épousé sa première femme, Linda McCartney, en 1969. Le mariage lui-même était une question d'amour et de famille. Nancy portait une simple robe blanche conçue par Stella McCartney, la fille de Paul. Paul portait également un costume confectionné par Stella, la plus jeune fille de Paul. Beatrice était la demoiselle d'honneur, et de son fils, James, a prononcé un discours touchant. Leur mariage n'était pas seulement une question de romance, il s'agissait aussi de réunir deux familles. Depuis, leur relation est décrite comme fondée sur le respect mutuel et des passions partagées. Même aujourd'hui, à 80 ans, Paul McCartney est toujours aussi dynamique. Sa carrière musicale, commencée avec les Beatles dans les années 1960, dure depuis plus de 6 décennies. En 2020, pendant la pandémie, il a sorti un album intitulé McCartney 3. Cela a rappelé aux fans ses débuts musicaux tout en prouvant qu'il pouvait encore créer quelque chose de nouveau. Paul continue également de se produire sur scène, attirant des foules immenses. En février 2023, il a surpris ses fans avec un petit concert pour la Saint-Valentin à New York, prouvant qu'il aime toujours communiquer avec son public. Paul a remporté de nombreux prix pour sa musique, dont plusieurs Grammy et 2 intronisations au Rock and Roll Hall of Fame, une fois avec les Beatles et une fois pour sa carrière solo. Des chansons comme Yesterday, Hey Jude et Let It Be sont des classiques intemporels que les petits comme les grands apprécient toujours. Il a également suivi les tendances actuelles en collaborant avec de jeunes artistes comme Billie Eilish et Kanye West et en partageant sa musique sur les réseaux sociaux. La famille a toujours été importante pour Paul. Il a 5 enfants, Heather, Ray, Stella, James et Beatrice, et 8 petits-enfants. Ces enfants sont devenus des adultes accomplis. Stella est une célèbre créatrice de mode qui s'intéresse au développement durable. Mary est photographe et auteure, tandis que James a suivi les traces de son père en tant que musicien. Beatrice, la cadette, est encore à l'école et préfère rester discrète. Paul est heureux d'être grand-père et a même écrit des livres pour enfants inspirés par le temps passé avec eux. Malgré la perte de Linda, importée par un cancer en 1998, et d'autres épreuves, Paul se restait proche de sa famille. Il dit souvent qu'elle l'a aidé à traverser les moments difficiles et il apprécie le lien unique qu'il entretient avec chacun de ses enfants. Maintenant qu'ils sont adultes, Paul sent qu'il le guide autant qu'il les a guidés autrefois. À ce stade de sa vie, Paul est heureux. Son mariage avec Nancy lui a apporté paix et joie. Ils partagent de nombreux centres d'intérêt, notamment l'art et la philanthropie, et passent de bons moments ensemble. Paul est également actif grâce à sa musique, qui, selon lui apporte énergie et motivation. Il est reconnaissant pour tout ce qu'il a vécu, les bons comme les mauvais, et se concentre sur le moment présent. La Saint-Valentin est une fête spéciale pour Paul et Nancy. En 2023,
Paul a célébré l'occasion avec un concert surprise, démontrant ainsi l'importance qu'il accorde à ses fans et à sa relation. La chanson My Valentine, écrite par Paul pour Nancy, témoigne de leur amour. Qu'il s'agisse d'un grand geste comme un concert ou d'un dîner tranquille ensemble, ils prennent toujours le temps de célébrer l'autre. La vie de Paul McCartney est un mélange d'amour, de famille et de musique. Son parcours montre comment la résilience et la créativité peuvent vous permettre de vous épanouir, quel que soit votre âge. De ses chansons intemporelles à ses liens familiaux forts, Paul continue d'inspirer le monde. Preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur et le sens de la vie.